Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, Journée mondiale de l'enfant africain, coïncidence de l'histoire. Cela fait 45 ans que des élèves étaient massacrés à Soweto pour avoir protesté contre une décision du gouvernement imposant l'Afrikaans comme une langue d'étude pour les Noirs en Afrique du Sud. Vous découvrirez le film de cette répression policière dans ce journal. Emmanuel Nganou-Djoumessi en sapeur-pompier au Mat-Génie. Le ministre des Travaux publics est allé apaiser les tensions dans cette entreprise secouée par une crise depuis une dizaine de jours. Cette intervention d'Emmanuel Nganou-Djoumessi ramènera-t-elle la sérénité durable au sein de cette entreprise? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et merci de nous recevoir chez vous. Mercredi 16 juin 1976, mercredi 16 juin 2021, coïncidence de l'histoire. Cela fait exactement 45 ans que des élèves noirs étaient massacrés à Soweto pour avoir protesté ou manifesté contre une décision du gouvernement imposant l'Afrikaans comme une langue d'enseignement dans les écoles locales. Déployée sur les lieux pour disperser les manifestants, la police a tiré à balles réelles sur ces innocents, causant ainsi un bain de sang. D'autres précisions au retour sur cette folle journée de massacre avec Jean-Paul Chouniat. Soweto, en cette matinée du mercredi 16 juin 1976, des milliers d'élèves et étudiants manifestent depuis les premières heures de cette matinée contre une décision du régime d'apartheid de leur imposer l'Afrikaans comme langue d'étude des mathématiques, arithmétique et sciences sociales. Les élèves noirs devaient être éduqués à telle enseigne qu'ils sachent qu'ils sont là pour servir leur maître blanc. La mesure passe mal. La mobilisation vise à faire reculer l'administration blanche. La police s'interpose et somme les manifestants de se disperser. This is a illegal gathering. The time is now 9:23. You have 3 minutes. At 9:26, you must disintegrate. Thank you very much. Et pour faire mieux comprendre leur colère, 2 élèves s'avancent et mettent le feu à des documents pour dire « école morte ». La police trouve le geste osé et le patron de la police en personne, le colonel Kleingeld, ouvre le feu et tire à balles réelles. C'est la débandade totale. Dans cette confusion, une première victime tombe. Hector Peterson, un garçon âgé de 13 ans. J'étais avec Hector Peterson quand il a été abattu. J'ai vu comment une balle l'a atteint à la tête et il s'est écroulé. Sa sœur que voici, Antoinette Totitole, n'en croit pas à ses yeux que son frère a été abattu. Toute tremblante, je ne savais quoi faire. Je me suis rapproché du corps, j'ai reconnu les chaussures de Hector et j'ai conclu que c'était lui. Confuse, elle ne comprend pas pourquoi la police réprime une manifestation pacifique. J'étais énervée et confuse d'être battue par la police, mordue par des chiens, soufflés au lacrymogène, alors qu'on manifestait pacifiquement. Hector Peterson blessé, un de ses camarades porte son corps entre ses mains
Une image intenable pour sa sœur Antoinette. Aux urgences, le médecin m'a dit qu'il ne pouvait rien. Il m'a demandé d'autres informations sur Hector et je lui ai donné. Et voici Sam Zima, le photographe qui a immortalisé cet instant douloureux. C'était une photo frappante à la une du journal The World, bien avant son interdiction. La scène s'est déroulée à 10 h en matinée et à 15 h, la photo de Hector faisait le tour du monde. Des chiffres officiels firent état de 23 personnes tuées, dont 21 enfants noirs. Les émeutes de Soweto allaient déclencher une escalade de violence à travers plusieurs townships dans le pays. On dénombra près de 700 morts, parmi lesquels des leaders politiques noirs, comme Steve Biko, du mouvement Conscience Noire. Décédé en prison en 1977, des suites de violences policières. En hommage aux enfants massacrés à Soweto, la date du 16 juin fut décrétée journée de l'enfant africain et commémorée depuis 45 ans. Mercredi 16 juin 2021, une coïncidence de l'histoire qui résonne encore très fort dans la mémoire collective sur la mort des élèves qui ne demandaient qu'à s'affranchir des chaînes de la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Et à 15 h, la photo de Hector faisait le tour du monde. Et à l'occasion de la commémoration de cette journée mondiale de l'enfant africain, plusieurs enfants issus des couches défavorisées dans la ville de Douala ont suivi des formations à l'autonomisation de leurs compétences. Dans le reportage qui va suivre, vous verrez comment ils suivent des enseignements pratiques sur la fabrication des sacs à main, la customisation des souliers, la pâtisserie, entre autres. D'autres précisions avec Ediara et Emos Fanga. Des enfants entraînés très tôt à l'autonomisation de leurs compétences au cours de la Journée internationale de l'enfant africain. Réunis autour de l'association des femmes engagées pour le développement du Cameroun, ils ont été formés pendant plusieurs jours à la fabrication des bijoux, la customisation des souliers et sacs à main usagés, ainsi que la pâtisserie. Ça a commencé vendredi par le sport avec les réfugiés, les Congolais, les Tchadiens, les Ivoiriens, les Centrafricains. Aujourd'hui, qui est la journée de l'enfant africain, on a appris à faire les gâteaux. On a aussi appris à faire les bracelets avec les fils qu'on peut brûler, qui se brûlent avec le briquet. Donc, qui se fait avec le nom ou le prénom. Une chose que je ne peux jamais oublier parce que un jour, je peux avoir besoin d'aide et ça peut m'aider dans le futur. Pour cet apprentissage, des formateurs volontaires, triés sur le volet et soucieux du devenir de ces adultes de demain. L'objectif de cette formation qui a été mixte, c'est-à-dire les enfants de différentes nationalités, y compris également les mamans qui les ont accompagnés, c'est de faciliter le brassage et également de permettre aux enfants d'éveiller leur créativité, leur imagination, également leur potentialité. Ça leur aidera même pour s'occuper pendant les vacances. Ça évitera beaucoup de faire des loisirs qui ne leur apporteront pas. Si cette formation va donner aux enfants la possibilité de se faire argent pendant les vacances de fin d'année, elle est surtout le canal par lequel AFEDEC a fait le choix de passer pour les éloigner de toutes les violations et violences dont ils sont victimes dans une société rythmée par la maltraitance d'enfants, les crimes rituels et autres viols sur mineurs. Nous avons depuis vendredi fait une série d'activités pour amener les enfants à s'approprier des termes violence, des termes exploitation, des termes abus par l'autonomisation. Le thème choisi par le Cameroun pour cette 30e journée de l'enfant africain est protéger chaque enfant contre la violence, l'exploitation, les négligences et les abus, une priorité pour le gouvernement camerounais. Déjà au sein d'AFEDEC, c'est un chemin que nous parcourons tous les jours parce que nous travaillons avec les femmes et autour de nous, nous avons des femmes qui ont des enfants chaque fois victimes sur ces problématiques. Alors, ce qui fait en sorte que le thème qui a été choisi nous a permis de faire une évaluation pratique des cas que nous avons dans notre association et de penser que d'ici 2022, on aura à faire un bilan des activités que nous aurons menées pour amener les enfants
à être éloignés de ces différentes violences ou bien de ces différents fléaux qui les attaquent au quotidien. Pour le bien-être de ces enfants, à venir du continent africain, les adultes d'aujourd'hui doivent être eux également formés à leur protection. Je vous le disais en titre, tension au parc national de matériel de génie civil. Le ministre des Travaux publics prône l'apaisement au sein de cette entreprise. Emmanuel Ngano Djoumessi a présidé ce jour une réunion de crise consécutive à la grève qui paralyse cette entreprise depuis 10 jours. Il a été consenti le paiement du salaire du mois de septembre 2020 et qu'à compter du mois en cours, les salaires soient régulièrement payés. Quant aux arriérés restant d'octobre 2020 à mai 2021, le ministre des Travaux publics a mis sur pied un comité qui doit travailler à la consolidation du montant global de ces arriérés ainsi que la dette due à la CNPS. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Des pertes en vie humaine, des blessés graves et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Garoua. Un phénomène naturel mais aussi influencé par la déforestation. Selon les autorités, d'autres précipitations à forte amplitude sont annoncées au vu des prévisions météorologiques. D'autres précisions avec Martin Abanda et Olivier Tefo. 2 Maccabées sur le carreau, plusieurs blessés. Des biens matériels détruits, des arbres foudroyés, déracinés qui ont fini par barrer la voie à la circulation. Voilà le bilan occasionné par la tornade qui s'est abattue sur la ville de Garoua entre 19h et 20h. Selon le bulletin d'avertissement météorologique du ministère du Transport, les prévisions annonçaient pour cette période de fortes pluies, un phénomène naturel certes, mais favorisé par l'action de l'homme. Tout s'est passé très vite. Dans un intervalle d'1 heure de temps. Il faut dire au préalable que c'est la météo au niveau du ministère des Transports. La météo avait déjà annoncé cette année qu'il y aurait beaucoup de vents violents pendant cette saison de pluie, beaucoup de tornades, beaucoup d'orages. Cette zone souffre de l'avancée criarde du désert, donc due à la déforestation très avancée du bois. Nous avons enregistré beaucoup d'accidents mortels. Le plus patent, c'est celui du niveau de Kankaro, où nous avons dénombré 2 morts sur place avec 3 blessés, dont l'arbre s'est abattu sur un véhicule où il se trouvait. Nous avons enregistré également beaucoup d'accidents où il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Un malheureux incident qui a paralysé la circulation, mais aussi les activités dans cette zone du pays. Il a fallu attendre ce matin, par mesure de prudence, pour que la municipalité rétablisse la circulation. Cet orage n'est que la mise en bouche des fortes précipitations qui suivront dans quelques jours ou quelques heures. D'où l'importance de sensibiliser les populations sur les mesures de sécurité. Il faut que les gens changent leur manière de faire les maisons. Ça, c'est la première chose. Il faut faire du solide. Il faut vraiment faire du solide. Il ne faut pas faire du provisoire. Parce que la toiture doit être suffisamment solide. C'est le premier conseil qu'on doit donner, n'est-ce pas, aux populations pour qu'elles puissent s'abriter dans leur maison. Il faut éviter également de s'abriter sous les arbres. Ça, c'est le conseil qu'on donne, le premier conseil qu'on donne, ça en cas d'orage, en cas de pluie diluvienne. Il faut éviter de s'abriter sous les arbres. Garoua, dans le département de la Benue, a connu une frayeur qui, espérons-le, sera la dernière, du moins concernant les tornades. Hors de nos frontières, une 3e vague de coronavirus souffle sur plusieurs pays africains. En République démocratique du Congo, tout comme en Namibie, où l'on enregistre des contaminations en cascade, de nouvelles mesures de restriction sont imposées pour limiter la propagation du virus. Inquiet face au faible taux de vaccination en Afrique, l'OMS met en garde les dirigeants sur les dangers qui pèsent désormais sur le continent africain. Nadine Yambou. Après une certaine accalmie observée en Namibie, les courbes de contamination au coronavirus s'affolent à nouveau. En 24 heures, 1200 personnes ont été infectées par le virus. Un chiffre record jamais enregistré, même au plus fort de la pandémie en 2020. Il en est de même pour le taux d'hospitalisation et de décès reparti à la hausse.
S'exprimant sur la pandémie, le président namibien indique avoir contracté le virus avec son épouse. Pour le président de la République, l'heure est grave et des mesures urgentes s'imposent pour endiguer, dit-il, ces tendances inquiétantes. Dans le pays, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Et les réunions ne devraient plus durer plus de 2 heures. Les cours dans les écoles sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les activités physiques et sportives sont interdites. La Namibie enregistre plus de 67 000 cas de coronavirus avec 1000 décès. Sous la menace du variant indien, la République démocratique du Congo est confrontée à une 3e vague du coronavirus. Les signaux sont désormais au rouge. 250 nouvelles infections sont recensées chaque jour, soit 218 à Kinshasa. La classe dirigeante n'est pas épargnée. De nombreux décès sont signalés à la présidence. Pour faire face à la recrudescence des cas de contamination, un couvre-feu de 22h à 5h est en vigueur dans le pays. Les veillées funéraires sont interdites, les rassemblements limités à 20 personnes. Toutes les cérémonies officielles dans le pays ont été annulées, dont la fête de l'indépendance. Les universités, les écoles restent ouvertes sous réserve du respect des mesures barrières. Alors qu'une 3e vague se dessine sur le continent africain, l'Organisation mondiale de la santé constate pour le déplorer que 47 des 57 pays, soit 90%, ne devraient pas être à mesure d'atteindre l'objectif qui consiste à vacciner 10% de la population d'ici septembre 2021. L'OMS pointe notamment le faible déploiement des vaccins dans ces pays. Selon le patron mondial de la santé, seuls 2% des 1,3 milliard d'habitants sur le continent africain ont reçu une dose du vaccin et seuls 9,4 millions d'Africains ont été immunisés. Tout en saluant les efforts fournis par la France et les États-Unis, l'OMS appelle à une mobilisation pour un accès équitable des vaccins en Afrique, soit 225 millions de doses supplémentaires à acheminer. Face à la réticence des populations à se faire vacciner, l'OMS souligne qu'un accent devrait être mis sur la sensibilisation afin de déconstruire les fausses idées autour d'une éventuelle théorie du complot. Toujours hors de nos frontières, le président Félix Tshisekedi de la RDC poursuit sa visite dans l'est du pays en proie aux affrontements entre rebelles et l'armée régulière. Cependant, en Guinée équatoriale, 2 militaires sont aux portes de la prison après des explosions survenues à Bata au mois de mars. La mouture internationale est signée Gladys Sidi. 2 militaires sont jugés pour homicide par négligence en Guinée équatoriale après l'explosion survenue dans un camp militaire le 7 mars dernier. 107 personnes avaient été tuées et 615 autres blessées de sources officielles. Un chef de camp et un caporal comparaissent devant le tribunal militaire pour homicide, dommages et négligence ayant provoqué des décès. Ils encourent chacun jusqu'à 70 ans de prison. Les éléments de l'enquête révèlent que les explosions avaient été provoquées par un incendie mal maîtrisé qui a mis le feu à un dépôt de munitions. Une cérémonie d'hommage aux victimes avait été organisée dans un stade et le gouvernement guinéen prévoit de payer des prothèses aux rescapés de ces explosions grièvement blessés. En RDC, le président Félix Tshisekedi est à Béni. Il poursuit sa visite dans l'est du pays. Après Goma, il évalue les mesures liées à l'état de siège décrété le 6 mai dans 2 provinces, notamment l'Ituri et le Nord Kivu, des régions en proie aux violences des groupes armés. Cette visite de Félix Tshisekedi est perçue comme une occasion de donner un nouvel élan à la lutte contre les diverses formes de violence qui sévissent depuis plusieurs années. Malgré l'instauration de l'état de siège, la situation sur place ne semble pas évoluer. Toutefois, le déplacement du chef de l'État suscite de l'espoir.
Et puis au Sénégal, vague de noyades enregistrée à Dakar. En 24 heures, 9 personnes âgées de 7 à 20 ans sont mortes noyées. La mer est agitée depuis quelques semaines et les autorités ont multiplié les campagnes de sensibilisation en vue de prévenir les baigneurs sur les risques élevés de noyade. Un message qui n'est visiblement pas suivi par les jeunes. Sur ces images, les pompiers tentent tant bien que mal de les convaincre de quitter la plage. Parce que dafay am ay résac vague bi day génnee nii beneen vague bi génnee da ngeen di jékki-jékki rek vague yooyu mooy fermé mu dóor leen ngeen dugg. Le président Macky Sall a demandé aux autorités de prendre toutes les mesures urgentes pour une meilleure sécurisation des plages. Depuis le début de l'année, au moins 40 personnes sont mortes noyées à Dakar et ses environs. Parlons sport à présent. CAN féminine de handball. Le Cameroun jouera la finale. Les Lions indomptables ont éliminé ce soir en demi-finale l'équipe du Congo sur le score très serré de 22 buts contre 21. Un match à suspense. Les Camerounaises joueront la finale vendredi 18 juin contre l'Angola qui a éliminé la Tunisie sur le score de 27 buts à 23. Il faut rappeler, les matchs de cette 24e CAN dames de handball se jouent au Palais des Sports de Yaoundé. Et sur le chemin de la CAN, révoquons ce soir la mémoire du père du football camerounais, Georges Goethe. L'homme n'a toujours eu la moindre reconnaissance 45 ans après sa mort en signe de sa contribution au développement du football. Jean Pochouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante pour les amours perdus. Le football, une fois vulgarisé à Douala et dans les autres grandes villes, depuis son introduction en 1922 dans le pays, ce sport va gagner en popularité et en intensité, devenant à partir de 1930 un phénomène de société de plus en plus incontrôlable, avec des matchs s'achevant toujours en bagarre générale, autour d'un arbitrage jugé à tort et à travers, selon les seules appréciations plus ou moins fondées des supporters. Dans les écrits du défunt historien Tchanga Soter, Georges Goethe reconnaissait en ces termes: les arbitres étaient trop partiaux. Les villageois n'hésitaient pas à leur sauter dessus pour les tabasser. Des propos confirmés à nos confrères de TV5 Monde par Cyril Douala Goethe, le fils du défunt founding father du football camerounais. Quand les bagarres ont commencé, parce que quand une équipe perdait, c'est l'arbitre qui faisait les frais. On le tabassait bien. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité, chantons pour que demain soit plus clair, et chantons pour les cœurs brisés. Des débordements qui ne laissèrent nullement indifférents les administrateurs coloniaux. Le verre était donc en plein dans le fruit, avec le fameux risque de trouble à l'ordre public. Et le colon blanc n'hésitait pas à prendre des mesures conservatoires pour endiguer un phénomène grandissant. Les bagarres ont pris une dimension qui a fait peur aux administrateurs de la place, qui ont intimé l'ordre à mon père de présenter des statuts. Dans le numéro 126 du journal La Gazette du Cameroun, du 15 juin 1936, paraissait déjà un article titré « Le danger du sport », rédigé du premier poète camerounais Louis-Marie Pouka. Ce dernier déplorait le délire des jeunes à négliger leur cahier pour aller courir, se bousculer, se heurter, se disputer, une diablesse de petites balles qui tantôt se perdait dans une rigole ou se dissimulait dans la broussaille. Et curieusement, tous les joueurs la recherchaient avec une ardeur débordante.
La pratique effrénée du foot à cette époque, c'était aussi des conséquences énormes. Des bras fracturés, des jambes cassées. D'aucuns, en quête de victoire à tout prix, recouraient même aux sorciers pour avoir des herbes aux vertus mystiques, des gris-gris au pouvoir magique, visant à déstabiliser ou neutraliser les forces de l'adversaire sur le terrain. Tous les matins, pour y revenir, tous les soirs. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Ça se comprend. Désormais plongé dans une hystérie collective et populaire pour le foot, Georges Goethe et les autres acteurs s'activaient à mettre sur pied les règlements de la première fédération de football en 1934. Mais le père fondateur du football camerounais n'a jamais reçu la moindre reconnaissance. Mon feu père a été quand même le premier président de la fédération du football. Et les Blancs ne souffraient pas qu'un Noir vienne être leur chef. Alors ça créait des histoires, des tensions. Le Cameroun, vis-à-vis de mon père, a été ingrat. Parce que les plus grandes joies que les gens ont eues au Cameroun, c'était le football. Mais on n'a même pas donné le nom d'un stade à mon père. Près d'un demi-siècle après sa mort, les descendants de Georges Goethe vivent mal cette ingratitude d'État, incompréhensible et injustifiée pour un Africain, fût-il sierra-léonais, qui du moins a rendu d'énormes services à la pose des fondations d'un football camerounais, dont le pays tout entier et les dirigeants au pouvoir en tirent grand profit des exploits et lauriers de nos équipes nationales, en l'occurrence la sélection Fagnon, les Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun vient de gagner son 4e titre en Coupe d'Afrique des Nations, record qui était détenu par 2 pays d'Afrique, c'est-à-dire le Ghana et l'Égypte. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les Lions indomptables du Cameroun? Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Et un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du 20h. Le kilogramme de cacao acheté à 1640 francs pendant la campagne 2020-2021. L'engagement a été pris par les maîtres chocolatiers et confiseurs de France qui ont signé un accord avec le gouvernement camerounais. La délégation française qui a été reçue en audience par les ministres du Commerce et de l'Agriculture nourrissent beaucoup d'ambition pour la filière cacaoyère nationale. Reportage. Ce sont des signatures qui valent de l'or, puisqu'elles consacrent la reconnaissance du travail de qualité abattu par les producteurs. Ainsi, ces derniers seront rémunérés à la hauteur de leur sacrifice durant la campagne cacaoyère 2021-2022. Quand vous avez un prix Borchamp garanti de 1640 francs de kilogramme, à comparer à ce qui se passe ailleurs sur d'autres cieux, parfois pas très loin de chez nous, où le prix Borchamp planteur est nettement en dessous de 1000 francs. Donc quand vous avez cela, vous vous dites que c'est un bon partenariat, et c'est un partenariat gagnant-gagnant. La visite qu'effectue la délégation de chocolatiers venus de France et d'ailleurs confirme, s'il en était encore besoin, l'intérêt que ces derniers ont pour la fève camerounaise, celle issue de centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. Pour ces artisans et industriels, il est temps que le paysan à la base vive décemment de son travail. Aujourd'hui, nous sommes là avec des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde, des pâtissiers, des glaciers, des boulangers, des chocolatiers qui s'intéressent à cette filière, à ce cacao du Cameroun, pour le transformer en chocolat et le mettre en exergue en France. Là, on est avec l'élite. Effectivement, on est en train de convaincre la profession de la gastronomie française et de la gastronomie européenne, parce qu'il y a aussi Frasim Bamba qui est là, Sigogil, le meilleur artisan belge,
On est en train de convaincre ces professionnels d'utiliser ce cacao du Cameroun, de le transformer en chocolat, sous différentes formes, sous différentes formules, et de convaincre nos consommateurs d'acheter ce cacao. Avec le ministre de l'Agriculture, c'est un précieux pas qui est franchi dans le cadre de la création d'une exploitation école de 12 hectares, baptisée École d'excellence cacaoyère. Il est question de mettre sur pied un véritable laboratoire de référence pour les pratiques agricoles, post-récolte et les métiers du cacao. C'est dire combien cette visite, mieux que les précédentes, est importante pour l'avenir de la filière cacao et notamment la mise en œuvre du programme cacao d'excellence initié par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Le cacao aujourd'hui fait vivre à peu près plus de 2 millions de personnes et est cultivé dans 8 régions du Cameroun. L'un des problèmes du cacao aujourd'hui, c'est la qualité, c'est l'accès au marché. C'est pour cela que nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui, parce que vous portez un espoir, non seulement pour l'économie camerounaise, mais pour les petits exploitants. Avant d'être reçus par les ministres du Commerce et de l'Agriculture, les maîtres chocolatiers sont allés au contact des jeunes producteurs inscrits au programme New Generation du CICC. Ils ont surtout apprécié les fèves déceptions sorties des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. C'est un cacao qui est déjà à pas de défaut, qui a vraiment un bon goût de terroir, des notes chocolatées agréables avec des petites notes de fruits secs. Hormis le fait que le chocolat que j'ai goûté était très bon, très cacao, une puissance de cacao qui m'intéresse. C'est surtout la démarche aussi qui m'a intéressé, de venir découvrir cette démarche. On vient de voir ce matin des rencontres de jeunes qui veulent apprendre et vivre du cacao. Donc ça c'est important, la pérennité du cacao dans le temps. C'est pas un one shot qu'on vient faire ici, c'est pour construire dans les années à venir. Avec la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France et le club chocolatier engagé, c'est un boulevard exceptionnel d'opportunités qui s'ouvre aux producteurs locaux. C'est tout à l'honneur du Conseil interprofessionnel du cacao, du café et du gouvernement qui place désormais la qualité au cœur du développement des filières cacao-café. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, championnat d'Afrique de handball, le Cameroun file en finale. Cameroun-Angola, c'est l'affiche de la finale de la 24e édition de la CAN féminine de handball. Les Lions indomptables ont éliminé ce soir le Congo sur un score de 22 buts contre 21. Elles obtiennent ainsi leur ticket de qualification pour la finale qui se jouera vendredi 18 juin prochain contre l'Angola au Palais des Sports de Yaoundé. Serge Aloto. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir. Deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Eric Penlap, Hermine Mailly, Joe Walters et Serge Pensy. Serge Pensy, bonne nouvelle, hein? Le Cameroun, au-delà de la finale, il y a une place à la Coupe du